Et c'est alors que les yeux de l'enfant se sont ouverts, dans une presque apesanteur, à peine le battement d'ailes d'un oiseau, d'un moineau ou une mésange, sur l'obscurité aveugle et la profonde solitude de la nuit. Nan Beauregard, bonjour. Bonjour. C'est une escale de Jeanne donc, que nous faisons autour de votre livre « Balles perdues » aux éditions Maurice Nadeau et dans la collection À vif. C'est vraiment le à vif. Et c'est un passage que j'ai lu de votre livre. Avant d'entrer dans l'histoire, est-ce que c'est votre façon de décrire la mort par effraction, la mort de la petite Genesis tuée par balle perdue, justement? Je ne sais pas si je rentre aussi vite dans le sujet. Oui. Mais vous avez remarqué qu'au début du texte, il y a, au début de presque chaque chapitre, il y a quelques lignes en fait, qui sont la parole que je veux donner à la petite fille. Parce que la petite fille Genesis, ou d'ailleurs on prononce Genesis en espagnol, elle est là, mais elle est en creux, on ne l'entend pas. On parle d'elle, et je ne sais même pas si on parle tant que ça d'elle. On parle plus de la balle perdue, on parle plus de l'accusé que d'elle, et j'avais envie qu'on entende sa voix. Et donc chaque début de chapitre est consacré à elle, précisément. Et j'y tenais énormément. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais oui. c'est ça qui me vient. En tout cas, c'est important de parler de la présence de Genesis, qui est presque diluée après par la balle perdue. Justement. Exactement, la balle perdue qui prend toute la place. Ouais. On va raconter un peu l'histoire rapidement. L'histoire, nous sommes à Las Vegas, où le journal télévisé annonce qu'une petite fille de 9 ans, dont on voit le visage souriant en gros plan sur une photo, a été tuée d'une balle perdue au cours d'une fusillade entre membres de 2 gangs adverses. Qu'est-ce qui vous a fait vous lever pour écrire sur cette histoire qualifiée à l'époque de fait divers, avec toute la tragédie du mot fait divers? Alors en fait, je n'ai pas du tout sauté de mon siège en me disant c'est formidable, je tiens quelque chose, je ne savais pas sur quoi écrire. Pas du tout. J'ai regardé comme ça, dans un moment d'oisiveté, ce documentaire. Et ça ne m'a absolument pas parlé. Ce type, ce Pasquale Lozano, donc l'accusé, m'a profondément agacé. Enfin, je l'ai trouvé prétentieux, je l'ai trouvé idiot, il avait un regard vide. Et il ne m'a pas plu du tout. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de revoir ça. Et je l'ai encore vu et revu et revu. Dans une fascination que je ne comprenais pas moi-même pour cette personne. Parce que ce n'était plus un personnage, c'était une personne. Et donc, petit à petit, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire que cette fascination que je ressens? Voilà, ça a commencé comme ça, en fait. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais on sent comment la fascination et peut-être l'empathie a changé de camp, sans changer vraiment. Voilà. Sans changer vraiment. Voilà. Balle perdue en français et en anglais, c'est pas le même sens, vous dites. Vous voulez nous dire un peu? Alors, en anglais, ça se dit mot à mot balle errante. Oui. Et je trouve que ça correspond vraiment beaucoup mieux à ce qu'est une balle perdue, parce qu'elle erre, effectivement, est beaucoup plus poétique. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment regardé de près. Et puis, j'ai posé la question à beaucoup d'amis, mais tous me répondaient mot à mot, balle perdue en anglais. Je crois que c'était Lost Bullet. Mais je sentais bien que ça n'allait pas, ça pouvait pas coller autant. Et quelqu'un m'a enfin dit, mais non, mais c'est Straight Bullet. Et donc là, ça m'a éclairé complètement sur finalement ce que cachait cette expression et comment elle pouvait parler à la terre entière, finalement. Oui. Puisque maintenant, j'ai appris récemment par des jeunes que dans les cours de récréation, c'est une expression qu'on employait. Alors, je n'ai pas tout à fait compris la subtilité de la façon dont on l'emploie, mais en tout cas, à une époque, on disait, quand quelqu'un recevait une insulte ou une critique qui ne lui était pas adressée, on lui disait « cassé » ou quelque chose comme ça. Et maintenant, il semblerait, ça m'a été confirmé plusieurs fois par des jeunes de 15-16 ans, on lui dit « balle perdue ». Oui. Ce que je trouve incroyable. Oui, c'est fou. C'est une expression qui court et qui est devenue banale. Oui. Alors qu'elle est tragique. Alors qu'elle est horrible, elle est tragique, elle n'a pas à se banaliser. Oui. Les 2 familles sont hispaniques, pauvres, presque le même fil du premier destin. Toutes les 2 croient en Dieu, et toutes les 2, je dirais, ont peut-être que même leur destin est une balle perdue dès le premier jour,
Est-ce que vous pensez que cela a joué dans la posture des deux mamans, celle de Genesis et celle de Pasquale? Alors, je pense que c'est la religion, effectivement, la croyance en Dieu, et une espèce, justement, ce qui leur donne une sorte de fatalité, de sentiment de fatalité face à la vie. C'est comme ça, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est Dieu qui décide. Donc à partir du moment où c'est Dieu qui décide, je peux me retirer quasiment de la situation. C'est peut-être pour ça qu'elles ne sont pas dans la haine l'une vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas de haine. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de haine entre les gens. La haine, elle vient plutôt de ceux qui sont censés rendre la justice et qui finalement se contentent de peu d'éléments pour la rendre. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappée, mais c'est un peu la réalité. Ce sont des mondes où l'homme n'existe pas. Il n'est pas là, il est absent. Soit il est mort, parce qu'il a justement été tué par un gang ou autre chose, mais il est parti. Donc les femmes se débrouillent comme elles peuvent. Inconsciemment, il y a une solidarité peut-être de la fatalité, de la douleur aussi. Oui, oui, tout à fait. Elles sont toutes, elles sont extraordinaires, toutes. Oui. Même cette femme-là, la famille, vous parlez des familles, les familles sont extraordinaires, elles sont merveilleuses, toutes, de la plus petite à la plus âgée. Et il y a cette femme aussi que j'aime beaucoup, Sue Baker. Oui. Je ne sais pas si c'est Janet Sue Baker, déjà elle a un nom de star comme ça, qui s'est occupée non seulement de tous ses enfants, ses nombreux enfants, mais en plus de ce Pasquale Lozano, elle s'est occupée de lui comme une mère s'occuperait de son enfant, et peut-être mieux. Et c'était son préféré, on entend que c'était son préféré. Oui, on le voit. Et je trouve ça magnifique, voilà, la générosité de ces femmes-là, de ces êtres humains, parce qu'ils le sont tous d'une certaine manière. Mais beaucoup les femmes, c'est vrai. C'est vrai. Genesis, ce prénom. Et voilà. Genesis, donc, c'est la Genèse en quelque sorte. Mais oui. Et elle est devenue personne. Ça veut dire qu'elle est l'origine, et puis et presque une finalité à personne. C'est ça s'arrête là. Ça s'arrête. Voilà, c'est-à-dire elle est nommée, elle a 6 ans, elle meurt, et l'histoire s'arrête à la Genèse, de la Genèse finalement. Oui. Donc c'est cette espèce de mise en abîme comme ça, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est tellement surprenant que ça laisse sans voix. Oui. Voilà, on se dit, Genesis, bon ben alors ok, on a tout dit, on peut ranger ses affaires et partir, on n'a même plus besoin d'écrire le livre, elle s'appelle Genèse et elle meurt à 6 ans. C'est terrible. Terrible. Oui. Et vous l'expliquez très bien en disant que la balle perdue a presque pris sa place. Oui, je pense que c'est ça qui m'a le plus touchée. Et bon, après, ça rencontre aussi des histoires personnelles qui font que ça touche particulièrement. Puisque dans mon précédent texte, qui s'appelle La fissure, je parlais de cette sœur morte à la naissance qui a complètement bouleversé toutes nos vies. Ce qui semble quand même incroyable. Vraiment, ça c'est aussi une balle perdue, Bien cette sûr. petite. Hein. Elle bouleverse la vie et elle entraîne tout sur son passage comme une espèce de tornade alors qu'elle est morte à la naissance. C'est fou. C'était votre balle perdue. C'était ma balle perdue, c'est celle qui m'a menée à écrire tout ce que j'ai écrit depuis que j'écris, depuis que je suis publiée, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Donc voilà. Et quand je pense à elle, que je n'ai jamais connue, puisqu'elle est morte tout de suite, je suis toujours très, très touchée, très émue. Parce que le bouleversement était, comme vous dites, je ne l'avais pas connu, presque avant. Il était installé. Et vous êtes né dans le bouleversement. Oui, c'est magnifique ce que vous dites. C'est tout à fait ça. Le bouleversement était préalable à mon arrivée. Oui. Pasquale. L'attitude de Pasquale est très... c'est pas qu'elle est étrange, elle est sans appel. Il avait une commande pour aller tuer quelqu'un d'un autre gang. Et là, il est responsable, il ne le refuse pas. Mais il refuse d'être coupable et d'être jugé coupable pour une mort non commise, entre guillemets. Pour lui, c'est pas lui qui a tué Genesis, c'est la balle perdue. Et il y a ici la notion, bien sûr, il y a la question de représailles, il ne veut pas dire qui sont les gens qui ont commandité tout ça, mais cette notion de justice chez un criminel, parce que quand même, il était venu pour tuer, mais il n'endosse pas un crime qu'il n'a pas fait. Alors, lui, il dit, enfin, je ne sais pas s'il dit ou si c'est moi qui lui fais dire, ou que comme je l'aime beaucoup, c'est bizarre d'aimer beaucoup quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais je l'aime beaucoup et je le respecte beaucoup.
Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il voulait leur faire peur. Oui. C'est ce que j'entends à travers les lignes, hein, quand il dit que ça avait mal tourné, comment on a pu en arriver là. Oui, C'était pas ça son idée de départ. Il voulait leur faire peur. Mais moi, je pense que Pasquale, c'est pas un personnage tout blanc ou tout noir. Oui. Je pense qu'il a une forme de lâcheté quand même, mais une lâcheté qu'il assume. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres qui sont fiers de leur absence de lâcheté, de leur cynisme. Lui, en revanche, il a un peu honte, il est mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il ne voulait pas la mort de cette gamine. Parce que tous ces gens-là, comme vous l'avez dit aussi, vivent côte à côte. Oui. Ils se connaissent, ils sont amis, ils sont fréquentés, ils se fréquentent. Donc je crois qu'il n'y avait pas de haine de sa part. Et il refuse donc d'endosser la mort de Genesis. Et il dit, quand on lui dit pourquoi, il dit there's no why, il n'y a pas de pourquoi. Et c'est sans appel dans sa tête. C'est sans appel et je trouve ça magnifique. Oui, parce que c'est vrai que bien souvent, il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi on est, pourquoi on meurt, qu'est-ce qu'on fabrique ici, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de question à se poser, parce que c'est comme ça. Voilà. Après, il y a des explications, comme quand Dolto dit on ne peut pas se suicider, on ne peut pas décider de sa vie ou de sa mort, parce que si on est né, c'est qu'on voulait naître. Parce qu'il y avait des millions de façons de mourir avant de naître. Bon, moi je trouve ça très intéressant aussi. Oui. La responsabilité d'être vivant. Le temps entre la balle perdue, la mort de Genesis, et celui du procès. C'est quelque chose qui est très d'actualité, parce que le temps entre un acte, je dirais, qui sera jugé après, parfois est très long. Ici, je crois que ça a pris 10 ans, à peu près. Alors, le rôle du temps, si vous vouliez bien m'en parler, sur la douleur, sur la conscience et sur le jugement. Le temps, dans votre histoire, dans cette balle perdue. Alors, est-ce que le temps atténue la douleur ? Je ne sais pas s'il l'atténue. Je pense qu'il lui donne des couleurs différentes, oui. Mais il ne l'atténue pas. Vous voyez, la preuve, je vous parle de ma sœur que je n'ai jamais connue, morte à la naissance, hein, et j'ai une douleur, j'ai oui. Une émotion très forte. Oui. Donc je pense que ce genre de douleur, la mort d'un être qui ne devait pas mourir si jeune, c'est toujours une injustice, c'est toujours vécu sur le mode d'une injustice, donc comme s'il y avait un Dieu tout-puissant qui commettait des injustices. Oui. C'est étrange de considérer ça comme une injustice, alors que c'est son destin, c'est sa balle perdue, c'est être une balle perdue de cette façon-là. Le rôle sur la conscience de Pasquale, parce qu'on change parfois en prison. Oui. Et on le sent dans votre livre aussi. Oui, il a changé. Oui, il a changé. Oui. Et c'est peut-être pour ça que mon regard a changé sur lui aussi. Hein. Et le regard du lecteur. Et le regard du lecteur. Oui, il a changé et il le dit d'ailleurs à un moment, hein, qu'il voudrait que il dit, je voudrais que la mort de Genesis me rachète. Je voudrais me racheter par la mort de Genesis, ce qui est incroyable. Vous parlez de rédemption, justement. Alors voilà, moi je pense que le procès lui permet ça. Et ça, je ne m'en étais pas aperçue au début. Au début, je n'avais pas compris que ce retournement-là de Pasquale avait à voir avec la tenue de ce procès. La tenue de ce procès, entendre parler les uns les autres, les témoignages, l'accusant, lui devant garder le silence parce qu'il ne pouvait pas parler, il peut pas parler. D'abord, il n'avait rien à dire, puis il ne peut pas parler. C'est quelqu'un qui ne peut pas. Sa bouche est cousue. Vous utilisez deux mots que je trouve très beaux, du mot rédemption et du mot salut. Il y a une forme de quête. Mais parce qu'ils sont tous là-dedans, en fait. Ils sont tous pris là-dedans. C'est-à-dire, on dirait que vraiment, on leur a fait un bain de mysticisme, un bain de croyances profondes. Pour eux, ce n'est pas une possibilité. Toute l'histoire, le Christ, Dieu, etc. C'est pas quelque chose de léger, ça les habite profondément. Et donc, ils pensent la vie en fonction de ça. Pour les plus sincères. Après, évidemment, les petits malfrats dont je parle au début du livre, c'est une autre histoire. Ils sont dans le cynisme, donc pour eux, ils ne croient pas. Voilà, ils ne croient en rien.
Voilà, il y a quand même des personnages dans le livre qui ne font que passer, Oui. qui ne croient en rien, Ils sont des très froids. mécréants. Oui. Voilà, des mécréants dans tous les domaines. Est-ce que vous pensez que actuellement, toujours, ce temps entre un fait et son procès sont tellement longs que ça détraque quelque part le verdict? Ça, alors je vous avoue que là, je n'ai pas vraiment d'opinion. Oui. Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Je me demande si le temps, quand même, vous savez, on dit que le temps, c'est du symbolique. Je crois que c'est Lévinas qui disait ça, mais j'en suis pas sûre. Le temps, c'est du symbolique. Donc, est-ce qu'il faut presser le temps? Est-ce qu'il faut se dépêcher? On est toujours dans une grande urgence quand même aujourd'hui. Oui. Mais je ne suis pas sûre, moi. Vous voyez le temps que prend une psychanalyse, quand Oui. même, des années. Parce que les choses sont... Pour se mettre en place, ça demande tellement de temps, tellement de déplacement. Et lui, il l'a fait. Il y a une phrase aussi terrible qui n'est pas seulement ici, on l'a dit tout le temps quand quelque chose est arrivé. Comment a-t-on pu en arriver là? Ça, c'est vraiment terrible. Je pense que là, c'est sa grande souffrance. Oui. Hein. Et c'est peut-être la phrase qui lui a permis justement de prendre du recul. C'est-à-dire que tout à coup, il se dit, mais comment on a pu en arriver là? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit comment on a pu en arriver là. Il ne dit pas comment j'ai pu en arriver là. Il l'assume, mais il sent bien qu'il fait partie d'un groupe qui l'a poussé dans une voie où il n'aurait pas forcément voulu aller. Mais quand même, il assume, il dit comment on a pu en arriver là, tout en disant que ce n'est pas lui qui a tué. Oui. C'est intéressant. Pour moi, il y a une scène capitale qui est très dans votre livre. Il y a cet instant où on doit donner le verdict. Et vous écrivez « Les deux mères pleurent chacune leur enfant. L'une parce que sa fille est déjà morte, l'autre parce que son fils va mourir et qu'elle espère encore, qu'elle espère toujours, alors que tout est mis en place pour une mort programmée. L'une a déjà tout perdu et l'autre risque de la rejoindre dans ce lieu du désespoir absolu, qui d'ailleurs ne porte pas de nom. Toutes les deux, et l'une comme l'autre, ne manifestent pas de colère, ni de haine, seulement un immense chagrin, une immense douleur et une immense incompréhension. Elles savent toutes les deux qu'elles sont sœurs dans le malheur, l'une parce que le destin a déjà frappé et l'autre parce que le destin est en train de frapper sous ses yeux et qu'elle ne pourra rien y faire. Elle aura beau fermer la porte, se barricader, hurler, pleurer, se jeter par la fenêtre de désespoir, rien n'y fera. Il n'y a aucune solution à cette histoire, aucune. Rien sinon pleurer pour rien et supplier pour rien. C'est terrible. Terrible. Rien, sinon attendre le bon vouloir des jurés, leur pitié et leur compréhension. Et vous terminez, quant à l'autre, le destin ne lui a laissé aucune chance, puisqu'il a frappé sans un mot, sans prévenir, et qu'elle n'a jamais eu aucun recours possible à la condamnation de son enfant. C'était immédiat. Laquelle des deux est la mieux lotie, c'est impossible de le dire. Pour les deux, l'une comme l'autre, c'est un cauchemar éveillé. Ce passage, c'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire, oui, c'est ça. Donc il y a quand même quelque chose, une communauté entre elles deux, Oui. et c'est pour ça, elles le savent, hein, elles n'ont pas besoin de mots pour expliquer, moi je suis comme toi, etc. Pas du tout. Elles le savent comme ça, de façon tacite, et ce qui crée, moi ça m'a beaucoup surprise, cette scène comme ça de la fin, où elles s'embrassent les unes les autres, alors que... quand même, il y a toujours la même. L'histoire n'est pas réglée pour autant. Il y en a une qui a perdu son enfant et l'autre qui a risqué de le perdre, qui risque de le perdre. Qu'est-ce que c'est que cet amour malgré tout? Alors bien sûr qu'il y a la religion, mais il n'y a pas que ça. Non. Il y a un destin commun. S'ils n'étaient pas hispaniques, dans le même destin, dans la même trajectoire du début, est-ce qu'on aurait eu ça? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Non. Il y a une identification les unes aux autres, c'est-à-dire qu'elles se reconnaissent dans un destin commun, dans un malheur commun en fait. C'est une honte d'exil permanente, même si elles sont natives du même endroit. Voilà. Alors la question de l'exil aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. La question de la langue aussi, parce qu'ils sont obligés de parler l'américain. Oui. Donc, et là, il y a des scènes assez incroyables où entre deux hispaniques, on les entend, quand on ne les voit pas, quand ils sont un peu cachés, ils échangent quand même quelques expressions en espagnol malgré tout. Parce que la langue, c'est vraiment le corps, la langue, c'est soi.
Oui. Donc on ne peut pas changer de langue comme ça, c'est pas possible. Enfin, Oui. on le fait, hein, Oui. mais c'est comme un costume de scène, quoi. C'est pas soi. On a parlé de la part de Dieu, qui d'ailleurs habite tout le livre, et la maman de Genesis dit, de toutes les façons, Dieu sait comment elle est morte, et c'est Dieu qui va juger. Donc le jugement n'est pas celui des hommes. Hein. Exactement. C'est Ça, fou. c'est quand même incroyable. Incroyable, Oui, oui. voilà. C'est-à-dire, elles sont là, elles assistent au procès. À la fin, il y a des choses dont je ne vais pas parler, parce Bien qu'il sûr, faut on que va les laisser un gens peu les de découvrent. surprise. Même au niveau de leur tenue vestimentaire, même au niveau de leur tenue tout court, bon, elles viennent dire quelque chose. Mais malgré tout, elles ne croient pas dans la justice. Donc elles y croient, mais elles n'y croient pas tout à fait. Donc la justice humaine, je veux dire, Oui, bien puisque sûr. en dernier recours, quel que soit l'énoncé du verdict, elles, ce qu'elles se disent, toutes les deux, hein, je pense, et les sœurs aussi, elles se disent simplement, bah, c'est Dieu qui va décider. C'est pas parce qu'on sera jugé, c'est pas parce que mon fils va être condamné, c'est Dieu qui décide. Ce besoin de Dieu. Il faut que ça s'incarne. Oui. Voilà, il faut que ça s'incarne. Toute la douleur du monde, et là, perdre un enfant, est-ce qu'il y a pire que ça? Voilà. Il faut que ça s'incarne. Et que ce ne soit pas mauvais, ce ne soit pas un être mauvais, un être maléfique qui applique la sentence, mais un être bon qui sait pourquoi il fait ça. Parce que nous sommes trop petits pour savoir. En fait, c'est ça l'idée de ces femmes, je pense. Je voulais vous poser la question de savoir si vous étiez membre des jurés, vous auriez pensé comment? Je crois que vous le dites, votre livre est un plaidoyer Oui. pour la rédemption, le salut, Oui. voilà, Oui, oui. et le changement qu'on peut changer. Et dans l'humain, vraiment dans l'humain. Voilà, il y a une évolution qui se fait. Toujours. Même les cas les plus perdus, je pense qu'il y a quand même une flamme dans l'être humain. Je ne veux pas croire dans la noirceur d'un être humain. C'est pas intéressant, ça ne m'intéresse pas, ça n'apporte rien. Non, l'espoir. Balle perdue est écrit sous le signe du rythme. Depuis le début, nous sommes sur le fil du rythme de votre écriture. Même victime coupable ou victime coupable change de rythme, d'éclairage et nous, lecteurs d'émotions. Vous avez changé, vous, pendant l'écriture ou bien vous aviez déjà beaucoup lu, regardé pour écrire? Le chemin. Le chemin, ben, c'est-à-dire que déjà, son expression, au début, il m'était apparu comme indifférent à ce qui arrivait. Oui. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ce n'était pas le cas, que c'était peut-être une extrême pudeur, c'était son silence qui jouait contre lui. Donc je l'ai petit à petit considéré... non pas comme une victime, parce que ce serait très moche, hein, je trouve, d'être une victime. J'aime pas cette idée d'être une victime. Mais comme assumant son acte. Oui. Comme assumant son acte, et c'est ça qui m'a touchée. Et puis j'ai vu comment les uns et les autres parlaient de lui, ses avocats, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de respect. Oui. Cette femme avocate, Yvette. Oui. Elle est extraordinaire. Extraordinaire, qu'il a pris sous son aile. Oui. Elle s'est occupée de lui, elle croit en lui. Elle en était malade, elle pleurait pendant le procès. Mais c'est pas du tout de l'hystérie, c'est au contraire, c'est une sincérité profonde. Je crois que tout le monde sentait cette fatalité première. Oui. Et que quelque part, c'est ça, vous parlez d'humain, mais tous ceux qui étaient proches étaient humains. Oui. Ceux qui étaient froids, c'est ceux qui n'avaient rien à faire dans l'affaire, plus ou moins, ou qui avaient un dossier. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ce n'est pas votre premier livre. Vous avez écrit beaucoup, ils vous retrouveront, nos auditeurs, nos lecteurs, ils retrouveront tout ça dans votre bibliographie. Non Beauregard, est-ce qu'on s'attache plus à certains personnages qu'à d'autres? Alors, en tout cas, dans le cas présent, absolument. Oui. Bon, dans ce que je suis en train d'écrire un autre roman, je m'aperçois que oui, je m'attache beaucoup au personnage principal, mais je m'attache surtout à l'écriture, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui m'intéresse dans le fond, profondément. Bien sûr que ce que je raconte, la façon dont je... Mais l'écriture, le rythme, la chanson, la voix, comment elle se pose, comment elle chante, comment elle bouge, comment... Voilà, la voix, c'est ma passion, en fait.
Et d'ailleurs, je suis en train de travailler avec... j'ai 3 musiciens en cours, là, je ne sais pas encore avec qui ça va se passer, sur une lecture musicale du texte, mais je voudrais que ce soit... J'ai pas envie de quelque chose de banal, je voudrais que ce soit vraiment... Je voudrais qu'on invente quelque chose à partir de la voix et d'une musique, pas d'accompagnement, mais de création. Oui. C'est ça que je cherche, en fait. Donc c'est l'écriture avant tout. C'est ça qui me passionne. Vous êtes psychanalyste. Oui. Si Pasquale était votre passion, du début à, je dirais, au verdict, vous l'auriez reçu avec, comme vous nous l'avez dit au début, avec... je sais qu'on n'a pas le droit d'avoir des sentiments immédiats envers son patient, mais quand même, ça existe. Ah oui, voilà. Oui, clairement. Je l'aurais reçu, mais vous savez, dès que l'être humain, dès que quelqu'un se met à parler, sincèrement, oui. C'est fini. Il se passe quelque chose forcément. Forcément, ça vous touche, forcément, ça vous parle, forcément, ça vous ramène à vous, à votre humanité, justement, et vous écoutez. Donc, je l'écouterai comme j'aurais écouté n'importe qui d'autre, et avec amitié. Je ne savais pas que vous parliez, vous étiez sur quelque chose, un projet de musique, etc. Oui. J'avais cette question. On sent que vous avez comme un air, une musique de consolation pour les personnages qui sont atteints par une balle perdue, par toutes les personnes atteintes. Tout à fait. La consolation, c'est un mot que j'aime beaucoup. Oui. Oui. On le sent chez vous, on le sent dans votre écriture, j'ai lu d'autres livres aussi. On sent toujours ce côté comme une comptine, enfin comme pour les enfants, pour rassurer quelque chose. Tout à fait. C'est tout à fait ça, oui. Oui, mais peut-être qu'on reste toujours la petite fille qu'on a été et qui a besoin de paroles. Oui, c'est vrai qu'il y a cette nécessité que l'autre soit bienveillant et rassurant. Voilà, quelque chose comme ça. À la fin de votre récit, de votre livre, Une balle perdue, pardon, il n'y a même pas une, c'est Arcac. Vous avez tout un questionnement et en même temps, vous parlez de la balle perdue, que ce n'est pas spécialement le résultat d'une arme. Oui, tout à fait, je suis d'accord, c'est tout à fait ça, on est tous percutés et on percute tous aussi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on peut être la balle perdue de quelqu'un parce qu'il y a les bonnes rencontres et les mauvaises rencontres et il y a les vraies rencontres qui sont les plus dangereuses, mais ça c'est une autre histoire. Quand ça s'imbrique trop, quand une rencontre s'imbrique trop avec une autre, ça peut être dramatique. Oui. Voilà, si vous tombez sur un médecin fou qui adore opérer à tour de bras, par exemple, là c'est cuit pour vous. Hein. Si vous tombez sur un pervers alors que vous êtes masochiste, c'est fichu aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle les vraies rencontres. Les autres rencontres, il y a toujours quelque chose qui empêche la fusion de se faire. Toujours un petit défaut quelque part. Mais sinon, pour moi, la balle perdue, ce serait, au sens très très large du terme, l'acte manqué. C'est joli. Voilà. C'est terrible aussi. Oui. Mais tellement constitutif de nous. On a toujours un peu aussi, peut-être, dans l'acte manqué, la question qui était là tout à l'heure, comment ça a pu arriver aussi. Oui. Ça dépend de quel genre d'acte manqué on parle, bien sûr. Oui, comment est-on arrivé là? Oui, tout à fait. C'est ça. Je pense que c'est tous les actes manqués. Hein. Les gens qui tombent dans la rue, un accident, une mauvaise rencontre, ça peut aussi être un acte manqué. Hein. Je ne sais pas si vous ne mettez pas le pied au bon endroit en descendant des escaliers ou en montant les marches, c'est un acte manqué. Alors, pourquoi l'appelle-t-on manqué? Parce que c'est un acte réussi. Pour l'inconscient, c'est un acte réussi. Donc la balle perdue, est-ce que ce serait un acte réussi? Je ne sais pas. Vous avez parlé de l'écriture tout à l'heure et du rythme. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Ah oui, ça c'est... Parce que vous dites, quand on parle, quelque chose est amorcé. Vous écrivez. Alors, c'est très banal ce que je vais dire, parce que j'écris depuis toujours, quasiment. Je n'ai jamais pensé que ça méritait d'être publié. Et puis un jour, j'ai écrit un texte que je ne connaissais rien aux maisons d'édition, rien du tout. J'ai demandé conseil à quelqu'un qui a été de très bon conseil, qui m'a dit il y a 2 maisons d'édition dont je suis sûre qu'ils lisent tous les manuscrits, c'est POL
et je ne sais plus quelle autre maison d'édition. Donc j'ai envoyé aux deux. 3 jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil de Paul Oczakowski, Laurence, qui m'a dit « Je veux vous éditer ». J'ai cru que j'étais en pleine hallucination auditive. Et il me dit « Venez demain, je vais vous signer un contrat ». J'ai dit « Ben non, là je ne peux pas, je suis en train de prendre l'avion pour Venise ». Et il me dit « Ça tombe très bien, un livre sur l'amour et vous partez pour Venise, c'est formidable ». Je suis allée le voir, il m'a fait rentrer dans sa maison, il m'a dit « c'est votre maison ». Enfin, j'ai été accueillie vraiment formidablement bien. Et j'avais proposé un titre pour ce texte et il m'a dit non, ce sera « J'aime ». Et ce sera le premier mot, le titre et le premier mot de votre livre. Et l'aventure a commencé comme ça, avec lui. Vous avez aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée pendant que je vous lisais. C'est votre nom, vos regards. J'avais l'impression d'être accompagnée. Voilà. Oui. Nane Beauregard, nous sommes à la fin de cette interview, en quelque sorte, cette escale. Nous avons la chance de la faire au Café Brasserie des Éditeurs, que nous remercions infiniment. Et je finirai sur votre phrase. Qu'est-ce qu'une vie humaine finalement? Qu'est-ce d'autre qu'une balle perdue? Oui, mais c'est ça. Vous voyez, il y a des balles perdues, des actes manqués, et il y a avant tout le libre arbitre. Oui. Et je pense que Pasquale, c'est la question du libre arbitre aussi, de chacun. Chacun avec sa conscience. Chacun avec sa conscience. En regardant votre livre, j'ai beaucoup aimé, on le verra tout à l'heure, dans la première de couve, cette photo. Et j'ai cherché et j'ai trouvé que cette photo venait de... Donc on précise que c'est une image de couverture de Volodymyr Zverdoglib, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir d'écorcher son nom, qui est légendé, et on la trouve chez Shutterstock. Shutterstock, c'est une banque d'images. Normalement, on dit libre de droit. Et ici, le mot réel, c'est vide de droit. Et j'ai l'impression que ça rejoint votre livre. Mais c'est incroyable. Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon éditrice Delphine Chaume qui me l'a proposé. On s'est mis d'accord sur cette photo, on en avait d'autres chacune. Oui, mais c'est celle-là qu'on a choisie. Et je ne savais pas du tout que c'était cette histoire de vide de droit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bah, oui, c'est vraiment toute l'histoire du livre, quoi. En tout cas, un grand merci. C'est un très très beau livre. Donc, nous étions à l'Escale de Jeanne avec Nane Beauregard, Balle perdue, édition Maurice Nadeau, collection à vif. C'est extraordinaire. Un grand merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. Nous allons terminer avec la musique de générique, donc Alain Moirot à la guitare. Voilà. Un grand, grand merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était une escale de Jeanne avec Nane Beauregard et nous étions au café-restaurant Les Éditeurs, infiniment remerciés.